Salut à tous. Petite vidéo pour la suite du projet Tanking. Alors Tanking pour les uns, Tanking un peu moins pour les autres. En fait, il y a trois destins différents entre Indiana, Orlando et Charlotte sur cette partie de My League. En fait, la partie déjà, le ton a été clairement donné par les transferts. Il y avait eu évidemment le mouvement autour de Miles Turner en ce qui concerne les Pacers, donc départ de Miles Turner très rapidement. Puis ça avait été le temps de Chicago qui avait rythmé un peu la partie avec ses petits transferts, notamment après Turner, c'était Crowder. Et puis dans la foulée, il y a eu une grosse décision à Charlotte, c'est on se débarrasse des joueurs qui peuvent nous faire gagner des matchs et on sort le tank. Très très clairement, donc c'est Oubre, c'est Rozier, c'est PG Washington qui sont partis successivement. Et puis par contre, on a essayé de choper soit des tours de draft, soit des jeunes joueurs lesquels on croit, comme Cam Reddish ou précédemment Deni Avdia. Donc projet à Charlotte est assez clair. Et puis après, il y a Orlando aussi qui dégaine au moment de la trade deadline. C'est le départ de Bamba Isaac contre surtout un premier tour et puis un contrat expirant en l'occurrence celui de Russ West. Voilà, donc c'est un peu ça le scénario. Ce qui fait qu'on se retrouve après 56 matchs. C'est là où je vous avais laissé au précédent épisode. On se retrouve avec une équipe capable peut-être de tutoyer le play-in et deux autres équipes qui sont en course pour évidemment les tout premiers choix de la draft 2023. Pacers marche très très bien. Quand on se retrouve par exemple avec eux contre une équipe comme les Suns qui font quand même pas une grosse saison, faut quand même l'avouer. Il y a une très très mauvaise ambiance du côté de Phoenix dans cette partie. Tous les joueurs ont un moral catastrophique. Ça nous permet un petit peu de dérouler avec toujours Haliburton à la baguette. Je laisse le ballon à lui. Il est magnifique. Après Mo Bamba, on connaît. Tioshi Brissett, on connaît un peu moins. Et celui qui est vraiment la découverte de l'année, c'est le rookie, c'est Benedict Mathurin. Seulement 6e choix de l'été 2022 et qui s'avère juste décisif. Vous allez voir, c'est rigolo. En cette fin de match, c'est pour ça que je vous le montre. Devin Booker va égaliser. On se dit, on fonce vers la prolongation. Ouais, mais ça, c'était sans compter sur Benedict Mathurin. Pourquoi ? Parce que le bougre, du haut de ses 19 ans, à peu près, va se démarquer, aller chercher une position de shoot, provoquer la faute ici de Bridges et hériter de 2 lancers strictement pour la gagne dans ce match. Donc voilà, je vous ai laissé la petite cinématique, elle est mignonne, avec Mathurin qui est là, qui roule un peu des mécaniques avant d'aller tirer ses lancers francs. En même temps, le gars n'est pas là non plus pour être modeste. Pur joueur, hein. Vraiment, moi, je suis en kiff total sur Benedict Mathurin. Le gars a démarré l'année, il avait 74 de général, là, sur NBA 2K. Il est déjà à 76, et avec le moral, il tutoie les 77. Je pense qu'à l'été, on peut avoir une vraie explosion. Donc ça, c'était le côté un peu rigolo de tout ça. Puisque du côté d'Orlando, par contre, on fait grise mine avec 17 victoires et 39 défaites. Un bilan qui, évidemment, donne envie de sortir le tank, comme j'ai commencé à le faire au moment de la trade deadline. Mais c'est un petit peu moins... Comment dire ? Les planètes sont un peu moins bien alignées pour faire la course à Wembanyama que du côté de Charlotte. Ce sera Charlotte qui sera mon fil conducteur de cette vidéo. Charlotte de Kai Jones. En fait, je veux croire en certains joueurs dans cette partie. Je veux croire en Kai Jones, en Mark Williams, qui sont très jeunes et qui semblent avoir beaucoup de potentiel à développer. Après, j'ai envie de donner beaucoup de temps pour récupérer le moral de Reddish et d'ailleurs aussi son niveau de basket. Et je crois beaucoup en Avdia dans un rôle 3-4 très polyvalent. Que dire, évidemment, de la Melo Ball, sinon qu'il est un pur génie et qu'avec un meneur pareil,
il y a moyen quand même de construire quelque chose d'hyper beau juste autour. Voilà, donc je parlais juste avant de Avdia. Honnêtement, je crois que ce joueur peut, peut-être dans un contexte différent de celui de Washington, montrer davantage. Hein, et honnêtement, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Regardez ici aussi un autre qu'on peut apprécier voir, c'est Kai Jones. Kai Jones qui saute dans tous les sens. Alors lui, c'est le 4 hyper athlétique. Puis Mark Williams, c'est également le rim runner classique, hein, le jeune supra-athlétique. Ouais, il y a peut-être des choses sympas à faire. L'équipe est faible. On va veiller à tanker correctement. J'espère surtout que ça va bien se passer. Petit Kennedy Chandler aussi, qu'on a récupéré en cours de route de Memphis. Voilà. Donc, à voir ce que tout ça peut donner. Mais je pense que l'objectif là de cette fin de saison, c'est vraiment le tanking. Le tanking, il faut absolument être dans les 3 derniers de la NBA. Et ce sera donc l'objectif sur lequel je vais m'attacher. Ensuite, après ce petit aperçu du côté des Hornets, un peu plus détaillé, le Magic. Alors, en fait, le Magic, là, je dis attention, danger. Pourquoi ? Parce que une équipe qui semble, là, dans la partie, être un peu trop forte pour pouvoir ambitionner les fameux 14% de chance d'avoir le first pick à la loterie. Un peu trop forte pour être donc dans les 3 pires équipes, notamment la faute à ce monsieur, à Paolo Banchero. Et puis en fait, donc Banchero un peu trop fort. Et puis autour, c'est pas mal. Moi, j'ai envie de croire beaucoup en Suggs, en Wagner, Franz Wagner. Je trouve que Wendell Carter, c'est très très solide. Donc, j'ai absolument pas envie de laisser tomber l'idée. Je trouve que également Okiki, j'aurais du mal à m'en séparer probablement comme joueur sorti du banc. En revanche, Anthony peut-être héritera d'un rôle en sortie de banc la saison d'après quand ce sera un petit peu plus sérieux. Et Markelle Fultz, il est vraiment possible qu'on soit obligé de trouver une solution pour lui. Mais encore une fois, tout va tellement dépendre de la draft que ce serait un peu dommage de se projeter maintenant. Alors qu'on n'a pas du tout la fin de saison. Bon, bah, ce que je vais vous montrer dans les minutes qui viennent, en fait. Hein, c'est comment cette fin de saison, a accouché comme ça de ce qui va conditionner la suite. Les Pacers, équipe, bah, déjà, qui s'est réveillée finalement ambitieuse. Ambitieuse en cours de saison. Avec, vous voyez, quelques joueurs auxquels je donne un petit peu de temps. C'est Smith, Bitadze, Brissett, Taylor. En fait, je précise que Asia Jackson s'est blessé assez longuement, il va se reblesser même en cours de fin de saison, donc c'est un petit peu l'horreur pour lui. Heureusement, donc on a hérité dans un trade de Mo Bamba, John Isaac, et puis finalement, c'est vraiment objectif play-in hein, pour ces Pacers. La saison démarrait en se demandant s'il n'y avait pas falloir tanker à fond, et on se retrouve à se battre désormais pour accrocher des victoires autour d'un 5 Haliburton, Mathurin, Duarte et Isaac Bamba, avec Hield et McConnell en plus de tous les intérieurs, là où tous les grands en sortie de banc. Comme le remarquait très très justement Alan dans les commentaires d'une vidéo précédente, il y a moyen totalement d'échanger les rôles de Duarte et Mathurin. Mathurin peut faire un très très bon poste 3 et Duarte réciproquement peut vraiment switcher en deux. Donc rotation absolument pas figée, on verra un petit peu ce que ça donne un petit peu plus tard. S'il y a notamment des mismatchs sur des oppositions à venir, on changera. Mais en tout cas, Mathurin, je suis amoureux en fait. Ce joueur me plaît, je l'ai vu jouer aussi en vrai et je le trouve plus que séduisant. Il est vraiment somptueux. Et son développement en plus fait rêver. Donc gros enthousiasme en fait du côté de ces Pacers de ma part. J'ai un gros enthousiasme aussi du côté des Hornets et cette fois-ci c'est pour le tanking et pour la possibilité de se renforcer pour la saison suivante. Et il faut aussi préciser que Pacers ont donné leur pick
2023 dans le trade d'Isaac Bamba, avec une protection top 3, mais voilà. En revanche, le Magic aura son choix et les Hornets auront aussi leur choix de premier tour pour peu que on ne sorte pas de la loterie, ce qui ne sera pas le cas. Donc ça vaut le coup de tanker. On voit ici quelques images des Pacers qui, après avoir terrassé les Suns, se retrouvaient avec une jolie opposition. C'est Porzingis ici, très bien défendu par Jonathan Isaac. Isaac, c'est le couteau suisse en défense, c'est exceptionnel. C'est juste le joueur qu'on peut vouloir avoir en poste 4. C'est presque un de ceux, j'attends un petit peu que son moral se remonte. C'est un de ceux qui peuvent tenir, ils sont rares, hein, un petit peu Antetokounmpo. C'est pour dire comment je vois le truc. Voilà, c'est parti. Simulation, on était donc juste avant le All-Star Game. Et puis, on va voir un petit peu comment tout ça évolue. On aura dans quelques matchs ce qu'on pourrait appeler un tankito, c'est-à-dire vraiment un duel des profondeurs entre Charlotte et Orlando, vous voyez le 3 mars. Mais en attendant, tout va bien, on continue à perdre un petit peu. Et il y a besoin parce que l'Ouest nous tient à la dragée haute avec des équipes comme les Spurs, avec équipes comme Houston. Oklahoma est un peu au-dessus en fait pendant ce temps-là. Mais il y a vraiment fort à faire. Il y a fort à faire avec avec toutes ces équipes de l'Ouest qui peuvent éventuellement menacer Jazz, qui peuvent menacer la bonne marche des choses du côté de Charlotte, au moment où se présente un match qu'il y a tout intérêt à gagner d'un côté, tout intérêt à perdre de l'autre. Donc bon, j'ai essayé de le jouer le plus honnêtement possible pour gagner. C'est un peu difficile pour moi de jouer pour perdre, je vous l'avoue, donc pas évident. Il y a une opposition qui est intéressante sur ce match-là, peut-être qu'elle annonce des joutes futures. C'est Banchero qui est défendu par Jonathan Isaac. Et là, pour le coup, c'est un bon test pour Banchero parce que, voilà, en plus dedans, Wendell Carter qui s'est heurté à Mo Bamba. C'est en plus le retour du côté d'Orlando pour les deux joueurs qui ont été échangés quelques semaines auparavant. Buddy Hield, toujours aussi crucial. Et finalement, beaucoup de possibilités. Je vous avais montré ce système, le Quick 13 Pin Down, qui encore une fois, je fais mon beurre avec ce truc. Parce que la pause d'écran à chaque fois par le poste 4 est juste savoureuse. Et puis derrière, vous avez comme ça un shooter qui va sortir et on obtient très facilement une jolie position soit de 2 points longs, soit de shoot à 3 points. À la mi-temps, les Pacers sont devant, avec notamment Duarte qui aura été présent. Duarte est quelqu'un que peut-être je présente moins comme une option cruciale, mais qui, pour autant, s'avère décisif par moment. Donc, après, il est solide défensivement, sans être non plus un gars irrespirable. Le contre ici de Bamba, contre sur Banchero. Celui-là, franchement, il fallait aller la chercher. Hein. Normalement, dans la réalité, sur un geste comme celui-là, il lui aurait détruit la main. Mais bon, voilà. Il a des mains d'acier, Mo Bamba, dans le jeu. Il tient le coup, quoi qu'il arrive. Voilà, donc c'est une bonne performance hein, comme ça pour Pacers face à cette équipe d'Orlando. Donc pas de problème. Et à l'image de cette petite contre-attaque, voilà. Ça se passe bien. Arrivé, il y a 20 points d'écart. Il y aura eu une adresse à 3 points relativement mitigée à 30%. Mais bon, on a pris beaucoup de shoots externes. Je me lâche au niveau des prises de shoot à 3 points avec cette équipe des Pacers. Parce que même si là, le pourcentage n'était pas exceptionnel, les timings de shoot sont bons. Et bon, voilà, ça permet de se faire quand même un petit peu plaisir et d'être dans la mouvance du moment. Magic, donc, on est là. Allez, on reprend le fil conducteur des Hornets.
à ce moment-là. Donc, défaite contre Miami, tout va bien. Dans la foulée, faut faire attention, il y a un choc aussi, un duel tout en bas face aux Pistons, qui est perdu, fort heureusement. Pistons, cette année, ce qui les caractérise, c'est l'émergence de leur rookie Ivy. Voilà, donc Ivy fait vraiment une super saison. À des moments, il éclipse même la classe, je dirais, de KD Cunningham dans cette partie. Donc c'est pour dire, Ivy vraiment très très fort, Cunningham aussi présent, vous voyez à ce stade-là. 15 victoires, 48 défaites pour Charlotte qui est bien installée au fond. Jazz 3e, Pistons ont 3 victoires de plus. Et attention à la lutte quand même parce que il y a Washington aussi qui peut s'en mêler. Après pour les Knicks ça commence à être un peu au-dessus, hein, donc commence à se dire qu'il y a 6 équipes essentiellement qui vont lutter pour 3 places pour avoir donc les 3 pires places de la ligue et les fameux 14% de chance d'avoir le premier choix. Parce que on sait que qu'on finisse premier, deuxième ou troisième, c'est pareil au niveau des probabilités de ce premier choix 2023 tant convoité. Allez, 19 et 44. Ce match aussi, il faudrait essayer de le... en fait, là, non. Il n'y a pas de solution idéale. C'est soit le Magic se reprend et perd, soit Charlotte continue à perdre, et à ce moment-là, il prendrait 5 victoires de retard sur Orlando, ce qui serait presque déterminant à ce stade-là. J'ai quand même, pour le coup, joué le jeu avec Charlotte. J'ai pris les Hornets en essayant vraiment de jouer convenablement et pourquoi pas d'essayer de gagner ce match. Donc, toujours ce projet Kai Jones, Mark Williams à l'intérieur. Kai Jones peut stretch, il n'y a pas de problème pour lui. Il y a des bonnes séquences. Regardez ici, Sags qui vient sur une jolie passe de Anthony mettre une petite claquette. Suggs qui fait un super début de match en fait. Suggs écoutez, s'il a cette adresse là à 3 points et qu'il y a apparemment il y a une véritable marge de progression en plus quand on regarde son petit polygone. Suggs, Banchero, ça doit faire vraiment l'avenir de cette équipe. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va conclure en contre-attaque? Oui, pour Cam Reddish qui vient comme ça dunker sur une jolie passe du petit meneur sorti du banc. Russ West en fadeaway, ça n'a pas fonctionné. Kennedy Chandler toujours ici à la balle. Hop là, il y a des moments où par séquence il est associé à la Melo Ball. Et honnêtement, c'est toujours intéressant. Même Ball peut être positionné au poste 2. On aura, on le verra la saison suivante, des véritables opportunités comme ça de bacs courtes un peu différents par moment. Et la Melo Ball nous fait recoller, nous fait repasser devant, excusez-moi, il reste une vingtaine de secondes. C'est très serré. Banchero qui rate, mais qui reprend son rebond. Waouh, zut. Là, c'est les séquences un petit peu what the fuck qu'on a sur Touquet. Pas grave, on prend pas de temps mort, on est des dingos, nous. On est des dingos, on va chercher une position de shoot pour Deni Avdia. Allez, c'est parti, Deni. Regardez-moi ça. Blam. Et là, dans la liesse générale, c'est Avdia qui met le game winner. Ici. Voilà, donc on a gagné ce match. Peut-être que ce sera une erreur plus tard de l'avoir joué à fond. Mais moi, je sais pas jouer pour perdre. J'y arrive pas, en fait. Donc, j'essaye de gagner. Après, je peux aussi perdre quand même. Mais... Donc, Deni Avdia pour le buzzer beater dans ce match. Après, ils ont été bons, le Magic. Franchement, on le prend un peu comme des voleurs, celui-là. Mais bon, pourquoi pas. Vous voyez dans mes shooting charts que j'essaye quand même de réduire la part des shoots qui sont autre chose que, on va dire, proche du cercle ou bien à 3 points, même si là on a eu quand même quelques jolies positions sur des 2 points longs, notamment le shoot de la gagne. Et c'est intéressant parce que
il y avait peut-être un petit peu plus de réussite ici sur les 2 points longs que je n'ai pu en avoir de manière générale dans d'autres matchs. Hein, le 2 points longs, c'est amusant comme sujet parce que 2 points longs à la Kawhi Leonard, hein, finalement, lorsque les Raptors sont champions, il y a maintenant 3 ans, ou sur d'autres situations qu'on a connues un petit peu plus anciennement. Le 2 points longs, c'est quand même un peu un marque de fabrique de certains joueurs. Attends, juste un point, voilà, Charlotte a 16 victoires, Detroit 18, Jazz 20. Commence à sentir bon, mais rien n'est fait. Il reste encore une grosse quinzaine de matchs à ce moment-là, hein, donc il n'y a pas du tout de certitude. Ouais, donc je disais le 2 points longs, c'est quand même l'apanage de certains très très forts joueurs, et puis dans la ligue, quand on a quelques joueurs dans une équipe qui sont capables de sanctionner sur des 2 points un petit peu longs, bah honnêtement ça peut faire une grosse différence. Regardez les principales stars de la ligue, hein, que ce soit Devin Booker aux Suns, que ce soit Leonard ou George aux Clippers, que ce soit des joueurs ici et là, même Chris Paul, hein, le roi du pull-up à 2 points. On a comme ça des séquences qui sont parfois un peu moins défendues sur les 2 points longs IRL, et ça peut toujours s'avérer être des bons spots pour essayer de scorer autre chose que du 3 points ou des paniers un peu proches du cercle. Voilà. Les Hornets continuent à perdre. Ici, ce sont les Cavs. Oh là là, mince, on le prend celui-là. Quel dommage. Cam Reddish qui bat son record de saison. Je vous disais précédemment que je croyais en lui, en fait, et que je pensais qu'il fallait lui donner du temps de jeu pour le récupérer moralement, parce qu'il est sorti des Knicks complètement dévasté. Il avait -2 par rapport à son overall de base, et il est en train de reprendre confiance, Cam Reddish, et notamment d'accumuler certaines petites performances sympathiques. Alors certes, on est dans un climat de défaite, mais n'empêche que Reddish commence un peu à aller mieux. Et puis du côté des Pacers, c'est vraiment la remontada, hein. Ça a fonctionné, vous voyez, on est à 33 victoires, pardon. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas loin de l'équilibre. On n'est pas loin des 50% de victoires. Et face à Milwaukee, on a un vrai test ici. 33 victoires, 36 défaites pour les Pacers. Seront-ils capables comme ça d'aller taper les Bucks? Alors certes, il n'y a pas de Jrue Holiday. Ok. Et puis... ouais, c'est amusant parce qu'ils font sortir Brook Lopez du banc là dans la partie. Ils laissent plutôt starter Bobby Portis. Bon, après ça change pas grand chose pour nous parce qu'on sait à quel point il va falloir être présent au large quand il y a Brook Lopez. Il va falloir être... on va pouvoir se permettre d'être un tout petit peu plus proche du cercle quand il y aura Bobby Portis, notamment pour verrouiller le rebond. Et puis de toute façon, le problème principal, il vient pas de Lopez ou de Portis avec cette équipe. Il viendrait plutôt d'un certain Greek Freak qu'il faut arriver à calmer par séquence. Ah, c'est horrible ces séquences avec 2 rebonds offensifs et mec qui remet dedans alors qu'il est quand même pas non plus le favori pour choper ce genre de balle là. Mo Bamba a eu beau le contrer 2 fois ou le dissuader 2 fois. On a des séquences un peu comme celle-ci. Allez, encore un petit quick certain pin down pour Mathurin. Voilà. Ça, c'est les petits paniers qui font plaisir, nous permettent de revenir dans les matchs. Ici, on peut pénétrer, regardez. Ah, voilà, bah, faute. Faute de Giannis Antetokounmpo. Peut-être qu'on peut aussi arriver à faire sortir le grec du match si on lui fait commettre un certain nombre de fautes. On n'était pas loin de se faire complètement contrer là aussi. Mathurin, plutôt un timing de shoot hyper lent hein, au lancer franc, c'est amusant. Faire gaffe parce qu'on aurait presque envie de lâcher le bouton un peu trop tôt. On a ensuite encore une faute pour Giannis, énorme. Ça veut dire qu'on arrive à provoquer les fautes du grec. On est dans le match en fait, hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'on passe déjà en 3e quart-temps. On arrive à rester dans ce match-là. Haliburton, voilà. Très très bon shoot
à 3 points pour Tyrese Haliburton. On va, avec McConnell, appeler un système pour Mathurin, qui va comme ça dégainer en fin de troisième quart et nous faire passer devant. Ce qui est toujours intéressant. Donc on est plus que jamais dans ce match-là. Waouh, séquence exceptionnelle. Allez, hop, pour Antetokounmpo. On est toujours à plus 2. Attention au grec, qui est... Mince, il hérite du rebond. Ouais, c'est ces séquences-là contre lesquelles on peut pas grand-chose. Il a bénéficié du travail de Portis. On avait réussi à le calmer une première fois et puis... Ouh là 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 là, énorme. Énorme séquence défensive de Mo Bamba qui a contré le grec. Allez, on est à plus 2. Il reste une quarantaine de secondes. Bala, Mo Bamba pour le 3 points. Il a posé l'écran et s'est écarté, Mo Bamba. Et il vient comme ça donner un avantage peut-être décisif. Plus 5. Antetokounmpo a compris l'adresse de certains Pacers sera décisif. Vous voyez, on est même capable de battre les Bucks. Alors certes, il n'y avait pas Jrue Holiday, mais on est capable de taper les Bucks avec cette équipe des Pacers. Donc ça en dit quand même assez long sur les possibilités de cette équipe. Allez, on espère que ça va se concrétiser en cette fin de saison. J'aimerais bien revenir à 50% ou peut-être légèrement au-dessus des 50% de victoire. Ce serait joli d'arriver à revenir comme ça dans cette saison avec un très gros Mathurin sur le scoring. Haliburton, solide comme d'habitude. Après voilà, il y a encore des matchs un peu compliqués qui restent. Hein. On a aperçu Philadelphie, Boston également dans pas longtemps pour les Pacers qu'on retrouvera un petit peu après. Les Hornets les croisent. Bah, ça va, on sait ce que ça va donner. Hein. A priori, c'est normalement dans la boîte pour les Pacers. Ok, c'est bien confirmé en simulation. Les Hornets continuent, hein, donc sur le petit projet de saison voilà, où on perd des matchs, mais où on donne du temps de jeu à quelques joueurs qu'on veut développer. Ici, c'était Avdia qui avait brillé, et en face, ça a été très très solide sur le 5 majeur, même avec Buddy Hield qui sort du banc. On continue. Pelicans de Zion, Ingram, McCollum nous mettent 140 points. Tout va bien. Tout va super bien. On ne s'affole pas. Luka Doncic, toujours aussi fort. Il va être MVP, Luka Doncic, je vous le dis. Je spoil. Luka Doncic, MVP de cette saison avec des moyennes stratosphériques. Donc, ok. On fait le point à ce moment-là. Charlotte a désormais une grande marge sur ses poursuivants immédiats pour ce qui est d'avoir le moins grand nombre de victoires. En revanche, pour Orlando, c'est malheureux à dire, mais c'est un peu en train de nous échapper. On est en train de sortir de la course aux 3 pires places, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, il s'avère qu'Orlando, à ce stade-là, confirme son statut d'équipe un peu trop forte pour suffisamment perdre, et un peu trop faible pour faire bien mieux que cela. Les Hornets, alerte totale, avaient gagné 2 matchs d'affilée. Il faut se calmer d'urgence. Mais bon, on avait de la marge. On arrive au mois d'avril. Les Raptors vont être affrontés 2 fois pour une première défaite. Le 2. Un petit point à nouveau. Toujours se méfier. Chance loterie. Regardez un petit peu comment ça évolue. Parce qu'en fait, à l'ouest, ça peut évoluer aussi sans qu'on s'en aperçoive trop facilement. Spurs à 22 victoires seulement. Faut quand même s'en méfier. Hein. Pistons, il y a une lutte maintenant quasiment entre 4 équipes pour ce qui est d'avoir les 3 meilleurs spots. Donc il y a une forme de suspense. Après, pour Orlando et Washington, maintenant, ils sont malheureusement quasi définitivement sortis de la lutte pour les 3 meilleurs spots. Et regardez qui fait son apparition dans cette catégorie, c'est Phoenix. Phoenix, qui, je vous l'avais dit, réalise une saison absolument horrible. Alors que finalement, les Rockets et le Thunder se sont mis à gagner des matchs peut-être un peu trop à leur goût. Et puis après, il y a des luttes de part et d'autre
Et on retrouve par exemple Indiana qui est à l'équilibre. Alors qu'il reste quoi? Il reste 6 matchs à jouer. 4 matchs à jouer. Indiana est à l'équilibre. Et donc 39 victoires, 39 défaites. La faute à quoi? La faute à ce genre de match là, dont je vais vous montrer quelques minutes ou même de courts extraits. Ce genre de match dans lesquels au final on aura continué à aligner nos petites séquences favorables. Mathurin peut célébrer parce qu'il est vraiment régulier là encore sur ce genre de spot. Très très bon timing de shoot toujours. Et on va quand même se retrouver à un moment donné en difficulté dans ce match. Mais c'est là que Duarte sort de sa boîte. C'est là que on va retrouver encore l'adresse du petit rookie. Voilà, blam. Pour recoller toujours et toujours. Et s'imposer finalement au buzzer, regardez, sur une faible défense de Trae Young, comme par hasard. Avec comme ça Tyrese Haliburton qui vient sanctionner juste avant la fin du temps réglementaire. Vous voyez donc ce qui explique ces 39 victoires, 39 défaites, c'est que on arrive même à prendre certains gros ou certaines équipes qui sont bien plus fortes sur le papier. Et donc du côté de Charlotte et d'Orlando, Orlando on a compris, c'était un peu compromis désormais. Charlotte, faut arriver à boucler un petit peu cette saison. Encore les Raptors qui sont croisés ici. Pour une victoire, attention, on sort la sonnette d'alarme. Il faut s'arrêter de gagner là, parce que ce serait dommage de tout gâcher sur les 4 derniers matchs. Houston, perdu. Très bien, parfait. Et il reste encore un match contre les Cavs. Bon, les Cavs, on n'est pas outre mesure inquiet. Normalement, là, c'est fait. Regardez. Voilà, c'est parfait. Tout ça est solidifié. Charlotte aura le pire bilan de la ligue à l'issue de cette saison. Ça aurait été du boulot d'arriver à avoir un classement dégueulasse. C'était vraiment pas évident. Il aura vraiment fallu faire des tas de choses pour y arriver. Du côté de Charlotte, ça aura fonctionné. Du côté d'Orlando, ça n'aura pas fonctionné. Et du côté des Pacers, finalement, on a changé notre fusil d'épaule à un moment donné. La saison est donc terminée à l'Est. L'heure de faire quelques petits bilans. Puis après, on va se faire un petit plaisir dans 2 minutes. Donc, Charlotte définitivement à 20 victoires. Detroit 24, Washington 26, Orlando 27. Et après, c'est à 30 victoires ou plus. Il y aura du play-in pour les Raptors qui ont quand même fait une saison un peu décevante. Et puis s'il y a pour les Raptors, c'est qu'il y a aussi pour les Pacers. On va revenir dessus juste après. Ensuite, les Knicks auront été assez décevants tout de même dans tout ça. Donc voilà, les Pacers finiront à 43 victoires et 39 défaites. Ils sont sur une super série de 6 victoires. Ils ont failli croquer les Nets sur la fin. Et donc le play-in va opposer le Heat, les Nets, les Pacers et les Raptors. Ensuite, sont qualifiés les Bulls, les Cavs, Sixers, Bucks, Celtics, avec comme ça une promesse de difficulté dès les demi-finales de conf pour les Bulls au cas où ils passeraient le premier tour, puisque ce sera le vainqueur de la série Bucks Celtics. Et après, sur les chances à la loterie, comme ça, voilà, on fait un vrai point, auront 14%, donc à la loterie, les Hornets, pour qui la saison est terminée. On n'attend plus que la loterie maintenant. Le Jazz, finalement, termine dans les 3 pires équipes. Et les Pistons seront quand même là également. Voilà, donc Hornets, Jazz, Pistons pour favoris à la course à Wembanyama. Allez, j'enchaîne avec du play-in. J'ai recadré parce que je ne veux pas vous spoiler l'Ouest. Le tableau des play-offs ou des play-in de l'Ouest. Je ne veux pas du tout le spoiler. Mais
Je vous montre ça dès la semaine prochaine avec la fin de saison des Wolves. Et puis on démarrera les playoffs, évidemment, à la suite. Donc, les Pacers se retrouvent en play-in contre les Raptors. Alors les Raptors qui, en plus, sont dans leur config qui me plaît beaucoup, moi. Van Vliet, Trent, et puis après, il y a ces 3 joueurs tellement couteau suisse, tellement intéressants, que sont Anunoby, Scotty Barnes et Pascal Siakam, qui du coup, lui, par contre, joue en poste 5. Scotty Barnes impose sa présence. Et le début de match n'est pas bon pour nous. On a du mal à retrouver un petit peu les automatismes. Je l'ai joué alors que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas pris la manette. Et tout de suite, ça se ressent. Il y a moins de fluidité dans le jeu. Et puis les timings de shoot sont moins bons. Donc voilà, ça change pas mal de choses. Bitadze en défense sur Siakam. Voilà, délicat. Mais regardez ce que est capable de faire Isaac. Voilà, il récupère, il tape le ballon. C'est exceptionnel. Hein. Vraiment, Jonathan Isaac, je ne dirai jamais assez à quel point le mec est incroyable défensivement. Bitadze face à Siakam, ça a bien floppé du côté du Camerounais qui va ensuite, après dans la foulée, chercher la faute de Bitadze qui passe un peu un sale moment. Mais en même temps, il aura peut-être sa revanche plus tard. On dit ça, on dit rien. Pascal Siakam, donc, qui ne convertit pas. Alors c'est vrai que dès lors qu'on a des possibilités de contre-attaque, c'est quand même assez intéressant. Avec cette équipe, je suis obligé ici, comme ça, de forcer un shoot avec Maturin. Bitadze n'a pas pu remettre dedans. Vous voyez, il y a comme ça des grosses difficultés en ce début de match face à ces Raptors qui nous étouffent en fait par leur qualité défensive. Je crois que Van Vliet, il a joué les 48 minutes. Il a été omniprésent sur le parquet. Il nous étouffe défensivement. Et ça, c'est toujours intéressant. Voilà, il y a même des ballons perdus. Regardez bien cette séquence. Blam. On pensait que c'était acquis. Et non, Mo Bamba, mec, il a 5 mètres de retard, mais il vient quand même contrer Scotty Barnes. C'est exceptionnel. Ouais, donc je parlais d'intensité défensive de la part de ces Raptors. On a heureusement quelques spots ici pour rester au contact. Je dis pas revenir dans le match, mais au moins rester au contact. Allez, il y a aussi des petites séquences où on vole le ballon. Brissett pour Buddy Hield. C'est la seconde unit qui s'éclate sur ces petits paniers-là. Et on va même prendre le score ici sur ce panier de Buddy Hield qui sort de l'écran. 2 points longs. Voilà. Le roi du 2 points longs, le roi du mi-distance. C'était Buddy Hield sur ce coup-là. On se fait encore un peu manger au rebond, malheureusement, par moment. Mais c'est en bonne voie. Oh là là, bien joué Trent. Trent, très bon intercepteur, Gary Trent. Hop là. Là, cette fois-ci, c'était Smith qui est venu contrer. On a comme ça des fins de possession difficiles. Je vous dis, il nous étouffe. C'est vraiment difficile de jouer les Raptors. Tant mieux d'ailleurs, c'est sympa. Et c'est Terry Taylor ici qui venait faire la petite claquette. On est obligé de prendre notre chance sur des séquences. On a peu d'espace en fait pour shooter. Enfin bref, ça sent un peu les playoffs. Et il va falloir tout le calme de Rick Carlisle pour arriver à nous poser ça. Un bon plan de jeu dès le début du 4e quart-temps. J'ai une séquence ici où c'est le 5 presque mineur en fait qui est aligné. En fait, c'est Haliburton sur le début du 4e quart en compagnie de Bitadze. Regardez Bitadze ici. Cette séquence, franchement, on va s'en souvenir. 3 points pour Bitadze sur le pick and pop initié par Tyrese Haliburton. Allez, là maintenant, ça y est, le 5 majeur est revenu sur le terrain. C'est encore Isaac qui la tape, celle-là, mine de rien. 41-36. Commence à avoir un petit peu l'avantage, même si... Les Raptors, en fait, ils ont ceci de très fort, qui sont capables, en 2-3 paniers d'affilée, de revenir sur des séquences, vous voyez, relativement anodines. Ils viennent très près du cercle, ils viennent poser.
Et c'est comme ça qu'on se retrouve finalement mené à 1 minute 30 alors qu'on avait une petite avance. Heureusement qu'il y a la pénétration de Tyrese Haliburton. C'est un bon finisseur près du cercle. Haliburton, il a des vraies capacités de ce côté-là. Il a empêché également Freddie VanVleet de venir poser 2 points. Et là, on va sortir notre petite séquence favorite. Toujours le même système. Celle-là va être pour Duarte, qui est étouffé. Isaac à la mismatch. On va en profiter du coup. Ouais, Duarte était bien suivi défensivement par Anunoby. 2 points d'avance pour Indiana à ce moment-là. Il reste 1 minute à jouer, autant dire que absolument rien n'est fait. Scottie Barnes face à Jonathan Isaac. Il essaye de l'emmener dans ses dribbles. Il essaie de, regardez, se provoquer un shoot, mais Isaac est présent et contre. Waouh, Scottie Barnes a été éteint par John Isaac sur cette séquence-là. On aurait tort de se presser. Le temps joue pour nous, Duarte. Voilà, je vous disais, la séquence dans sa continuité. Plus 5 avec 34 secondes à jouer. Il semblerait que le tournant du match était là. C'était ce contre, cette défense de Isaac suivie par une sanction de Duarte à 3 points. Buddy Hield, McConnell, Brissett, Taylor, Bitadze, que sais-je, Jalen Smith peuvent célébrer les hommes sortis du banc parce que c'est vraiment une victoire où tout le monde aura participé. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce projet, c'est que c'est pas l'affaire de 5 joueurs seulement, mais il y a vraiment 11 joueurs qui peuvent contribuer, alors de diverses manières, mais c'est vraiment super rigolo. Voilà, donc le play-in est bien engagé pour les Pacers. Qu'est-ce qu'il en adviendra ? On va voir ça dans quelques secondes pour quel est l'adversaire suivant. L'adversaire suivant sera les Nets. Ok, les Nets de Kevin Durant, Kyrie Irving, Ben Simmons. Je vous promets à cette occasion une opposition complètement dingue et un match peut-être qui va nous tenir en haleine. Je vous en dis pas plus. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un début d'épisode dans lequel on donnera un petit peu la fin de saison des Wolves à l'ouest. Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a une dizaine de minutes quand même parce qu'il s'est passé 2-3 petites choses. Et puis après, ce sera parti pour la suite du play-in et surtout le début des playoffs, en espérant aller le plus loin possible de part et d'autre. Allez, salut!